Gilles Ferron, directeur de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à l'INRA. Vous allez nous dire comment repenser l'alimentation sous toutes ses dimensions avec les référents des seniors, puis nous parler aussi du rôle de la salive dans la perception sensorielle. Je vous passe le micro. Merci. Donc, d'abord, merci de m'avoir invité pour pour faire cette conférence sur l'alimentation des seniors. Donc, la commande était quelles spécificités et quels défis. Donc, je vais présenter des résultats qui viennent de plusieurs projets qui traitent justement différentes spécificités. Donc, d'abord, des éléments de contexte. Donc, Dominique en a parlé. C'est une augmentation importante de la population senior dans les années à venir, et 24 millions de seniors en 2060, donc dont une proportion importante au-delà de 80 ans. Et l'une des questions pour cette population est évidemment la baisse de l'alimentation, la perte d'appétit, qui entraîne le senior dans un cycle de dénutrition. Ici est représentée la spirale de la dénutrition, et qui peut conduire à un état de dépendance de plus en plus important, avec une entrée en institut, en hôpitaux, et à la fin, le décès de la personne. Donc la prévalence de la dénutrition, elle est variable selon le lieu de vie du senior. Elle est estimée entre 4 et 10% à domicile, entre 15 et 38% en institut, et de 30 à 70% en EHPAD. Donc les raisons qui conduisent à une personne âgée à s'éloigner de l'alimentation, elles sont multiples. C'est des contextes socio-économiques. Il y a aussi des raisons physiologiques. Donc j'ai choisi d'en présenter deux. La première, c'est un état bucco-dentaire altéré. Avec l'âge, on a une modification de notre état bucco-dentaire, et sous deux aspects. Un premier, c'est une baisse de la quantité de salive produite. Donc ça, de toute façon, ça peut être lié à la médication, mais même sans médication, de toute façon, on produit moins de salive avec l'âge. Ça, c'est quelque chose de constant. Et ici, je présente un résultat qui a été obtenu dans le cadre du projet AlimaSens. Donc, on a comparé deux populations de personnes, des personnes âgées avec des personnes d'âge moyen. Et ici, il y a la quantité de salive produite par minute au repos. C'est celle qu'on a tous les jours sans mastiquer, sans stimulation. Et ici, la salive stimulée. Et on se rend compte qu'il y a une baisse significative de la quantité de salive produite par le senior en comparaison avec une population plus jeune. Donc ça a des conséquences forcément sur la manière dont on va mâcher et déglutir l'aliment. Et ça, c'est juste pour illustrer ce problème de salivation. Quand on a recruté nos sujets dans cette étude, on leur a fait faire un test, on leur a demandé de mastiquer un petit bout de biscuit et leur demander de cracher au moment où ils avaient envie d'avaler. Voilà, donc là, vous avez une personne qui a envie d'avaler et qui a de la salive, et là, une personne qui a envie d'avaler et qui n'a pas de salive. Et c'est, dans les deux cas, un bol alimentaire. Donc, on pense bien que pour cette personne, ça va être un peu compliqué d'avaler. Et évidemment, son choix ne va pas aller vers ce type d'aliment. Donc, elle va réadapter son alimentation en fonction de ses capacités de salivation. On a la même question autour de l'édentement. Donc la prévalence de l'édentement, elle est importante aussi chez les personnes âgées. Et ici, je présente la prévalence à domicile. Donc elle est à peu près de 30%, mais elle peut monter jusqu'à 50% en institut. Alors c'est sûr que cet édentement va entraîner une difficulté pour la personne âgée à mastiquer son aliment, et donc une modification de ses choix vis-à-vis des aliments qu'elle aura du mal à mastiquer. Et de la même manière, je présente deux bols alimentaires qui ont été obtenus chez deux personnes âgées qu'on a caractérisées au laboratoire. Ici, on leur a demandé de mastiquer un morceau de carotte calibré et de cracher au moment où ils avaient envie d'avaler. Et donc, vous voyez une personne qui a une bonne dentition. Voilà le bol qu'elle fait au moment où elle a envie d'avaler. Et voici, ça c'était un monsieur qui était appareillé haut et bas, qui mastiquait sans l'appareil du haut, qu'avec l'appareil du bas. Et vous voyez que la taille des morceaux de carotte est sensiblement différente de celle observée pour la personne qui a une bonne mastication. Et évidemment, ça va impacter. D'abord, il avait beaucoup de difficultés. Il a mis un temps assez important à pouvoir mastiquer. Donc ça va impacter le choix. Bon, là c'est de la carotte crue, mais ça peut se traduire sur d'autres types d'aliments. Et évidemment, comme il a été dit avant, ça va impacter aussi sur, je dirais, la nutrition, enfin l'apport nutritionnel de cet aliment. Le deuxième, l'une des autres raisons, c'est une sensibilité sensorielle qui peut être affaiblie. Donc on constate souvent que le vieillissement s'accompagne d'une altération de la perception des odeurs et des saveurs. Donc on voit une augmentation des seuils de détection, une diminution des intensités perçues et une augmentation des seuils de discrimination chez la personne âgée.
Donc je présente juste ici une illustration d'un travail qui a été publié par une équipe de Hong Kong qui a suivi, qui a étudié les seuils de reconnaissance d'odeur en fonction de l'âge chez 200 sujets. Et on remarque que pour un certain nombre d'odeurs, le pourcentage de bonnes réponses diminue avec l'âge, c'est-à-dire que les personnes âgées sont de moins en moins capables de reconnaître l'odeur qui leur est proposée. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ça ne marche pas avec l'odeur de champignons. Ils se sont rendus compte que, quel que soit l'âge, le taux de reconnaissance était équivalent. Et pour le popcorn, il y a une espèce de rupture à partir de... Voilà, pendant un certain temps, c'est reconnu, puis un certain âge, c'est reconnu, puis après ça décline. Donc évidemment, l'enjeu est de pouvoir proposer une offre alimentaire adaptée aux populations âgées, à ces problématiques-là, mais aussi à son environnement et à ses besoins et ses attentes. Donc, je vais illustrer mon propos par 3 exemples. Le premier exemple est issu du projet Alimasens. Et c'est un projet... oui, excusez-moi, oui, pardon. Donc, c'est un projet qui a été financé par l'ANR et qui est en train de se terminer. Et le but de ce projet, c'était de proposer une offre alimentaire à destination des personnes âgées qui souffraient de troubles bucco-dentaires et de troubles de la salivation. Donc, on était vraiment centré sur cette raison-là. Et au cours de ce projet, qui est un vaste projet, on a développé une méthodologie sensorielle qui permettait d'apprécier chez la personne âgée le confort en bouche au moment où elle consommait cet aliment. Et cette méthodologie sensorielle a été testée chez des personnes âgées avec des états bucco-dentaires plus ou moins altérés. Et on a essayé de regarder le lien entre cet état bucco-dentaire et cette notion de confort et de facilité à manger. Et on l'a fait sur les matrices qui ont été développées dans le projet. Et on a obtenu des résultats différents en fonction des matrices. Donc ici, c'est ce qu'on a obtenu pour des matrices carnées. Donc des matrices à base de volaille et de bœuf ont été développées. Et ici, je présente les notes de confort et de facilité à manger en fonction de la dentition, bleu, bonne dentition, et rouge, mauvaise dentition. Et on se rend compte que les matrices qui ont été développées, il y a un effet de la dentition sur cette facilité et ce confort à manger. Ce qui était tout à fait intéressant dans le projet, c'est qu'on s'est aperçu que les matrices qui avaient été designées spécialement pour cet état bucco-dentaire étaient jugées plus confortables et plus faciles à manger par les personnes qui avaient une mauvaise dentition comparées à celles qui avaient une bonne dentition. Donc non seulement on avait réussi à rétablir un niveau, mais on avait augmenté ce confort et cette facilité. Et ça s'est traduit d'un point de vue hedonique, c'est-à-dire qu'elle préférait d'autant plus ces matrices-là. Ce qui a été montré, par contre, pour les produits céréaliers, donc c'est une génoise et une brioche qui ont été développées dans ce projet, c'est que là, on n'a vu aucun effet de la dentition sur le confort en bouche, le confort à manger l'aliment, mais par contre, on a vu un lien assez fort, le R est pas trop mal et il est significatif, entre le flux salivaire stimulé et le confort. Plus le flux salivaire stimulé de la personne, plus la personne âgée produisait de salive, plus elle trouvait le produit confortable. Et on a relié ça à des propriétés de bol alimentaire, en particulier la viscosité du bol alimentaire, qui est dépendante justement de l'incorporation de salive. Voilà donc pour un premier exemple lié aux capacités de mastication et de salivation de la personne âgée. Le deuxième exemple que je voulais présenter, c'est un travail qui a été obtenu, des résultats qui ont été obtenus dans le cadre d'un projet européen coordonné par Catherine Renard au Petit Fel. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce projet-là. Et donc, j'ai tiré ce qui me paraissait le plus percutant. Tout est percutant, mais là, ça me paraissait très percutant, de résultats de ce projet. Donc, c'est un projet qui a été mené à l'échelon européen et qui était destiné à proposer une offre en termes de fruits et légumes, pour résumer, vis-à-vis des populations seniors et en répondant aussi aux attentes et aux besoins de ces populations. Et un certain nombre de produits ont été développés, voire commercialisés, puisque je présente à droite, en haut à droite, des produits qui sont commercialisés à l'issue de ce projet. Et l'expérimentation a consisté à proposer dans différentes, je dirais, situations de repas, des repas avec des produits enrichis et des produits non enrichis. Donc soit dans des restaurants communautaires, soit dans des portages, soit dans des maisons de retraite. Et si on regarde le nombre de calories ingérées ou la quantité de protéines ingérées, on se rend compte que dès on enrichit, eh ben on augmente significativement la prise calorique, mais aussi la quantité de protéines ingérées. Et ce qui était intéressant, et ce qui était souligné aussi, c'est que c'était sans augmentation des poids consommés, c'est-à-dire qu'à portion équivalente, parce que la question de la portion, elle est cruciale chez les personnes âgées. Si on leur dit de manger 2 fois plus de steak ou 2 fois ça, ils ne veulent pas. Donc à portion équivalente, on arrivait à des apports importants.
Le troisième exemple tiré d'un autre projet, c'est le projet Opalescence, qui était coordonné par Virginie Van Wimmelbeke du CHU de Dijon. Et c'était un projet qui était plutôt axé sur la déficience des capacités chimiosensorielles des personnes âgées. Et je présente ici un exemple d'un travail de co-création d'une recette, en particulier de blanquettes, avec des populations seniors, dans le but d'obtenir la meilleure formulation et la meilleure, la meilleure formulation pour les populations seniors. Donc il y avait plusieurs étapes. D'abord le choix du plat. Donc ils sont partis d'une blanquette de veau industrielle. Après ils l'ont fait goûter à des personnes âgées et qui ont, par un processus itératif, amélioré la recette. Ils ont testé cette recette à domicile et en EHPAD sur un panel, et puis sur un autre panel, ils l'ont testé en consommation. Donc au niveau résultat, voilà ce qui a été obtenu. Donc concernant le test de préférence, je présente ici les scores de préférence, c'est-à-dire voilà, l'appréciation du produit en fonction des différents types de recettes. Donc ici on a la recette standard, puis après il y a différents leviers qui ont été choisis, hein, texture et saveur, texture et arôme, une approche holistique et la recette désagréable qui était la recette industrielle sans sel. Voilà. Et évidemment, on constate une chose, c'est que l'approche holistique, c'est-à-dire une approche qui comprend toutes les dimensions, elle a eu le score de préférence le plus élevé. Alors quand je dis holistique, c'est que non seulement ils ont joué sur la texture, la saveur et l'arôme, mais ils ont rajouté aussi des morceaux, par exemple de champignons, des champignons hantés, des morceaux de carottes, c'est-à-dire qu'ils ont réellement fait un produit qui visuellement était proche de l'attente que les consommateurs avaient. Donc ça montre tout l'intérêt de ce travail de co-construction et l'impact qu'il peut avoir sur la préférence. Et évidemment, il y a eu un essai en consommation, en EHPAD, et la recette améliorée et contribue à augmenter significativement la prise calorique des personnes âgées par rapport à la recette standard. Donc ça marchait aussi en termes de prise calorique. Donc, pour parler des perspectives d'innovation, moi j'en ai vu deux. La première, c'est travailler sur le bol alimentaire. Et c'est considérer le bol alimentaire comme un processus de transformation de l'aliment. Donc on part de matières premières et on poursuit la chaîne alimentaire, pas jusqu'au produit, mais jusqu'au bol alimentaire. Et on regarde au niveau du bol alimentaire et de ses propriétés, ce qui contribue le plus au confort et à plaisir à manger, et le plus en termes de biodisponibilité et bioaccessibilité. Donc l'intérêt qu'il y a de travailler sur le bol alimentaire, c'est qu'on va prendre en compte l'interaction entre l'individu et l'aliment. Et on va pouvoir intégrer dans notre réflexion toutes les problématiques de la variabilité interindividuelle du sujet. Et on va voir ce qui est le plus sensible en termes de confort et plaisir à manger et de biodisponibilité sur cette variabilité interindividuelle. Donc ça permet, par des approches in vivo, in vitro, in silico, de pouvoir revenir aux produits et de dimensionner des produits qui sont le plus adaptés à la personne âgée. Le deuxième volet, c'est avoir une approche holistique de l'offre au travers d'une démarche de co-construction. Donc ça, on a vu tout l'intérêt dans les projets comme Optifel et Opalescence de prendre en compte toutes les dimensions autour de cette offre-là, mais aussi en co-construction. C'est pas juste, il faut associer la personne âgée à la construction de l'offre. Et là aussi, c'est un peu le pendant de ça, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'interaction entre l'individu et l'aliment de manière à avoir l'aliment le plus optimisé possible et qui correspond le mieux à ses attentes. Alors en perspective de projet, alors je l'ai un peu centré sur ce qu'on fait. Hein. D'abord sur la notion de confort. On a beaucoup appris sur cette notion de confort en bouche. Et la question qui se posait, c'est souvent comment on peut faire le lien avec le confort digestif et non pas que le confort en bouche. Et ça peut être une approche intéressante, en particulier sur l'offre fruits et légumes, où cette notion de confort digestif est importante. Le deuxième volet, c'est évaluer le lien entre les propriétés du bol alimentaire et la biodisponibilité des nutriments. Donc ça a été évoqué avant aussi, mais je pense qu'il y a quelque chose de très fort. Alors ça commence à être regardé du côté des protéines. On se rend compte qu'en fonction de l'état du bol alimentaire, la biodisponibilité des protéines est différente. Et chez les personnes âgées, c'est quelque chose de prégnant, mais on peut très bien étendre ça à certains micronutriments, mais aussi à la question des fibres, savoir comment elles sont impactées par les propriétés du bol alimentaire. Et enfin, ça c'est quelque chose qu'on a vu dans le projet Alimasens. On a pu mesurer chez les personnes âgées la manière dont les personnes âgées libéraient des arômes en conditions de consommation d'aliments et la manière dont ils allaient de la cavité orale à la cavité nasale.
Ils sont perçus dans la cavité nasale. Et on s'est rendu compte que la libération et les profils de libération étaient très différents de ce qu'on voyait chez des populations d'âge moyen. Et quand on sait le lien qu'il y a entre libération et perception et prise, il serait intéressant de pouvoir évaluer un peu mieux ce lien chez la population âgée. Et c'est d'autant plus intéressant que jouer sur des formulations d'arômes ou de sapides, c'est des leviers qui sont des leviers forts et qui peuvent être mis en œuvre au niveau industriel par rapport à d'autres solutions. Voilà, et donc je voulais vous remercier pour votre attention.